Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour Dalil. Salut Léandre. Bienvenue sur le podcast numéro 8. Donc vous le savez, c'est un podcast actu cette fois-ci. Yes. Alors on commence avec les petites actus rapides de la semaine. Dalil, qu'est-ce que tu as retenu? Déjà, un anniversaire. Le plus grand acteur de sa génération. C'est ton chouchou, c'est ton man crush. C'est la Channing Tatum qui a 40 ans aujourd'hui. C'est ça, il les fait pas. Hein. Ah ouais. Mais je trouve que tu ressembles un peu à Channing Tatum. C'est pas forcément mon man crush, mais c'est juste qu'on me dit souvent que je lui ressemble, donc c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour cet acteur. Sinon, mon man crush, c'est Justin Timberlake. Oh là là. Ensuite, il y a Romeo Elvis qui nous a gâtés avec un petit EP intitulé Maison. Ouais. Qui a été sûrement fait à la maison. Certainement. Un petit EP de 4 titres avec, 5 titres, mais un interlude qui s'écoute sympathiquement. Je vous le conseille. Et du coup, il y a aussi la mort de Christophe, oui, qu'on a appris récemment. Un grand monsieur nous a quittés. Grand monsieur. Ça a été couvert par les médias. Ouais. Du coup, on s'était dit que on n'allait pas parler de ça aujourd'hui. Tout à fait. Ensuite, sur Netflix, on a The Last Dance, le documentaire sur Chicago Bulls de Michael Jordan qui est sorti. Il sort en 3 épisodes par 3 épisodes tous les lundis. On s'est dit qu'on allait en parler en profondeur lorsqu'on aura tout regardé. Ouais, clairement, parce que on est tous les deux fans de NBA. C'est ça. Du coup, on va faire une spéciale... Enfin, en tout cas, on va en parler de long en large. Ouais, donc le dossier de Last Dance arrive bientôt. Exact. Et alors, toujours sur Netflix, il y a ce gros film d'action avec Chris Hemsworth qui est sorti vendredi. Ça s'appelle Extraction. Ça promet du lourd. De Sam Hargrave avec les frères Brusso en producteur. On reste dans le milieu, quoi. Ouais, alors on l'a pas regardé. On l'a pas encore regardé, non. Ça s'annonce assez costaud parce qu'il faut savoir que Sam Hargrave, donc le réalisateur, c'est son premier film. C'est son premier film. Et en fait, c'était le stunt coordinateur sur Endgame. C'est ça. Et alors lui, de base, c'est un cascadeur. Ouais, voilà, donc, c'est ça. Donc je pense que ça va pas être très intelligent, quoi. Mais voilà. Ça va juste exploser. Ça va être le Michael Bay. Mais j'allais juste à dire pas vraiment Michael Bay. Ça va être plus des gros points dans la gueule que des grosses explosions. Je sais pas, on verra. Ça va être un autre style, à voir. On verra. On vous en dira des nouvelles. I am the one who knocks. Suppose you see. Why do we fall first? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Alors le gros dossier dont on voulait parler cette semaine, c'est les artistes se mobilisent contre le Covid-19, plus précisément des récoltes de fonds d'artistes. Alors quand on dit artistes, on parle évidemment d'artistes musicaux, d'acteurs, mais aussi de sportifs. Et de e-sportifs aussi. Et de e-sportifs aussi. Évidemment, on a eu l'idée en checkant vite fait. Ouais. Moi, je me suis pas tapé 8 heures. One World Together at Home, le projet à l'initiative de Global Citizens Festival, qui est un festival musical caritatif créé en 2012. On a beaucoup associé ce projet à Lady Gaga parce que c'était la marraine un peu du projet, qui a vraiment voulu récolter de l'argent pour venir en aide aux travailleurs de la santé en première ligne contre le Covid-19. Donc il faut savoir que le Global Citizen Festival, ça existe donc depuis 2012, je vous l'ai dit, et c'est quand même un gros truc. Tous les ans, ils sont à Central Park, et les têtes d'affiche, c'est pas de la merde, quoi. Jay-Z, Beyoncé. Ah ouais. Il y a même le premier ministre indien qui a participé à l'édition. C'est vrai, il faisait la tête d'affiche. Ouais, qui a participé à l'édition en Inde, évidemment. Michelle Obama est même montée sur scène à un moment donné. Elle a fait un feat avec Beyoncé. C'est ça. C'est vraiment un gros truc qui pèse dans le milieu caritatif. Et donc, évidemment, cette année, c'était un peu particulier. De base, leur lutte, c'est contre la précarité. Mais là, évidemment, vu la situation actuelle, ils ont décidé de faire un festival numérique, un festival en streaming pour venir en aide donc aux travailleurs de la santé et aussi à l'OMS. Le choix a été un peu critiqué, on en reviendra après. Oui. Et donc, comme je vous l'ai dit, la marraine, c'était Lady Gaga. Tu aimes bien Lady Gaga ? Non. Moi, des fois, je l'adore. Des fois, je l'adore et des fois, je la déteste. Moi, je comprends. Elle a quand même brisé le couple Bradley Cooper et Rina. Oui, mais ça en valait la peine, dis. Quel film. Quelle performance aux Oscars. Oh là là. Et donc, on a vu, évidemment, pendant 8 heures quand même de live. C'était de la nuit du samedi au dimanche. C'est ça. Énormément d'artistes. On a plus de 79 performances quand même. Ça a été
diffusé sur France Télévisions et partout dans le monde, Partout, ouais, évidemment. dans le monde. Vous vous en doutez bien. C'était animé par les 3 boss de la télévision aux États-Unis. Kimmel, Colbert, Fallon. Voilà, c'est ça, les 3 boss de la Night Television. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont particulièrement impressionné? Pas du tout. Alors là, Bah, évidemment, les performances, mais c'est c'est ça. compliqué. C'était des performances. En fait, c'est les performances du pauvre, quoi. C'était un piano ou une guitare et Techniquement, ta c'était un voix. peu compliqué, ouais. Il y en Non, a qui ont fait des efforts, les Rolling Stones, Ouais. qui étaient en duplex chacun. Mais c'est en fait le show. Il y avait un pré-show. Il faut le dire. Ouais. Il y avait un pré-show, donc c'était 6 heures de show, une connerie du style, où justement ils présentaient tous les artistes autour du monde. Et puis après, tu avais le gros morceau avec les bons ricains qui étaient là, et ça commençait à 2 heures du matin, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, pour citer quand même quelques artistes, si vous n'avez pas regardé ça, donc on vous a dit les Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney quand même, qui a fait une chanson en honneur à sa mère, qui était infirmière, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre artiste, Angèle. Qui a été nommé sous la France. Artiste française. Oui, c'est vrai, parce qu'elle chantait en français. Ouais. Aucun respect. Alors que la France respect. avait Christine and the Queen qui le représentait. Il fallait quand même être fier parce que tous les pays n'avaient pas un représentant. Et donc avoir un représentant de la Belgique, c'était quand même sympathique. Moi, j'ai bien aimé la performance d'Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, qui a fait un petit truc, un piano orgue. Écoute, Eddie Vedder, quand il fait de l'acoustique, il est toujours au top. Hein. Ouais. Il a fait des albums complètement acoustiques qui sont très très bons, très très lourds. Et en plus, il a une voix magnifique. Moi, voilà. J'adore. Stevie Wonder qui a participé pour faire un petit hommage à Bill Withers. On vous en parlait il y a pas longtemps. Ouais, ils étaient potes. C'était des draps comme on dit. C'est lui qui l'a intronisé dans le Hall of Fame. Dans le Hall of Fame avec John Legend. Ouais, qui a repris donc Lean on Me, qui trouvait être une musique adéquate pour la situation. On vous avait dit quelques critiques quand même sur le fait que une grosse partie des fonds récoltés aillent à l'OMS. Il faut savoir que l'OMS a été quand même vachement critiqué en 2012, je crois, parce qu'ils avaient eu un budget de voyage de 200 millions de dollars. Ça va. Donc, en gros, c'était plus que l'argent qui était dépensé pour lutter contre le sida. Mais même l'association en elle-même, là maintenant, on commence à avoir des failles, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Quand tu regardes, en gros, là, les chiffres, ils sont un peu chelous, surtout venant de la Chine, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que du jour au lendemain, t'as une augmentation de genre de 1000 personnes de morts. T'es là, gros, tu les sors d'où alors que tu dis que t'es sorti de la crise. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui critiquent, il y a beaucoup de gouvernements qui veulent enlever leur fonds, enfin leur participation à l'OMS parce que ils sont pas clean, quoi. Ouais, non, mais clairement, il y a des trucs qui sont pas clean, surtout avec la Chine, en effet. Mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas assez calé pour parler de ça, mais... Exactement. C'est notre avis et on l'exprime, c'est notre podcast. Quelques chiffres quand même. Ils ont quand même récolté 117 millions d'euros en 8 heures. Pour quelque chose qui est censé être au départ juste un entertainment et pas une récolte de fonds. Ouais, après il faut voir d'où viennent les dons. Parce que ça se trouve, t'as un sponsor qui a mis 100 millions, tu vois. Mais donc c'est quand même assez intéressant à noter. Donc je vous l'avais dit, 79 performances réunies dans un album qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de stream. Et donc tous les sous qui seront récoltés avec le streaming, etc., continuera à être donné pour la lutte contre le Covid. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce petit event ? Non, pas vraiment. Je t'avouerais qu'il m'a pas plus choqué que ça. Et puis même quand tu vois les avis globaux, il a été un peu boudé. Par la télévision. Enfin, quand tu regardes surtout les chiffres de spectateurs pour la télévision, ici en Europe, il a été quand même vachement boudé. Ouais, après ça, je pense que c'est dû au fait que c'était énormément disponible en stream sur Internet. Donc on ne serait jamais vraiment calculé. C'était tellement disponible partout que tout le monde pouvait le regarder de plein de manières différentes, tu vois. Ouais, mais toi, tu l'as regardé ? Quoi ? Toi, tu l'as regardé ? Quoi ? Il me semble bien. Toi aussi, tu l'as regardé par après. Oui, mais je l'ai pas regardé sur le moment. Oui, je sais bien, mais après, genre, leurs vidéos, leur featuring Céline Dion, Lady Gaga, Botticelli, non pas Botticelli, si. Non. Botticelli, Botticelli. Ils sont déjà à 6-7 millions de vues sur. Oui, non, mais je dis pas, tu vois. Je pense que sur le moment, ça n'a pas fait. Ouais. La cause était noble. Voilà, c'est ça. Ils ont récolté de l'argent, c'est très bien. Ils ont essayé d'imiter en fait le Live Aid. Ouais. Qui a été la récolte de fonds. Ouais.
Et là, qui a très très bien fonctionné par contre. Live Aid. Enfin bref. Mais alors, on va aussi vous parler vite fait d'autres... Moi, je préfère parler d'autres choses, tu vois, qui sont beaucoup plus impactantes et qui sont beaucoup plus... Eh bien, vas-y. Du coup, il y a un conglomérat de plusieurs fédérations qui a décidé de lancer une grosse levée de fonds pour l'Oreca, ici, surtout en Belgique. Ça s'appelle Oreca Comeback. Ça a été lancé en partenariat avec la Fédération des brasseurs, PepsiCo et Coca-Cola. Et en gros, c'est une plateforme qui va permettre de soutenir le restaurant ou le café de ta région. Tu vois, par exemple, je dis ça ici, le MoMA, parce que je les ai dans mon fil d'actu. Et ça a permis, par exemple, de sauver le MoMA ici à Mons, parce que la dame, elle a dit, écoutez, voilà, je veux pas arriver à ça, je voulais pas demander votre aide, mais ça devient impossible, en fait, de joindre les deux bouts en fin de mois. Et la plateforme est tellement bien faite que tous les fonds versés sur cette plateforme vont directement à l'établissement. Donc si tu achètes si tu achètes 1 euro de bon d'achat, donc ce sont des bons d'achat que tu vas pouvoir utiliser directement une fois que le confinement est levé. Donc, si dans l'établissement. Ouais. Okay. Donc si tu achètes 25 euros de bons d'achat chez MoMA, par exemple, eh bien, tu vas pouvoir consommer 25 euros chez MoMA. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme de crowdfunding pour mettre en avant tes établissements dans ta région, quoi. Franchement, je trouve que le truc est vraiment louable, surtout que c'est pas du marketing pour du marketing, quoi. L'argent ne va pas du tout à la fédération Brasseur ou PepsiCola et PepsiCo. Non, ils utilisent juste après ils utilisent leur influence pour mener, donc forcément tu vas associer ça à ces gens-là, mais ils se prennent pas ils se prennent pas directement dans leur poche, quoi, et ça va directement dans l'établissement, ce qui était plutôt cool. Donc ça, on mettra le lien dans la description si vous voulez soutenir votre café ou restaurant préféré, quoi. En effet. Et toi, qu'est-ce que tu as relevé? Moi, je reviens un peu du côté artistique. On a le meilleur DJ du monde, DJ David Guetta. Oh là là, qui était là en direct. Il n'a pas participé, je pense pas qu'il ait participé au One World, mais il n'a pas besoin de ça, lui. Le mec, il a fait un petit DJ set de 90 minutes en direct de Miami sur, je sais pas si c'était sa maison, mais en tout cas... un beau petit appart là, tranquille, posé. Il a quand même récolté 700 000 boules. Ok. En 90 minutes. Et alors, il a fait participer aussi tout le monde dans les balcons, quoi, qui fait la vibes. Et en fait, son truc, c'est qu'il a doublé chaque euro qui était donné pendant son DJ set. Donc, 350 000 euros ont été récoltés et il a mis le double pour tout ça, pour lutter contre le Covid-19. C'est cool, ça. C'est cool, hein, David, toujours là. Moi, je vais parler d'une petite librairie. Le sponsor officiel. C'est le sponsor officiel. Ligne Claire, en fait, il y a des gens qui sont beaucoup plus créatifs que ça, que d'essayer de chercher dans des levées de fonds. Et ils prônent des associations assez particulières. Tout à fait. Et donc, Ligne Claire, la librairie, a décidé de s'associer au boucher, ABC Boucher, qui est un peu plus bas dans la même rue, pour livrer ses commandes. Et donc, si tu veux, tu peux aller là et demander 1 kilo d'Astérix et le dernier tome de Hachevo. Bon, et donc, on connaît quand même pas mal Laurent. Est-ce que tu sais comment est venue cette collaboration ? C'est juste son père qui a discuté avec les gens, et du coup, pour s'entraider entre commerces, parce que tout le monde a vraiment du mal dans cette période. Évidemment. Comme il savait que le boucher, il faisait des livraisons, il s'est dit tu voudrais pas qu'on se mette ensemble ? Bon, et donc, on vous invite évidemment, si vous ennuyez, si vous avez déjà tout lu un peu chez vous, vous allez sur le site de Ligne Claire, vous commandez et on va vous venir le livrer. Et si vous voulez rajouter des petites merguez avec... Pourquoi pas ? Ouais, et sinon toi, tu veux continuer dans quoi ? On va partir un peu sur les personnalités d'internet, nos youtubeurs, nos influenceurs préférés. C'est ça. Je pense évidemment à McFly et Carlito. Bon. J'ai un peu plus de mal avec eux maintenant, mais ils ont quand même organisé un live sur leur chaîne d'une durée de 11 heures au total. Et ils ont récolté pas moins de 418 000 euros. Allez. Pour la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. J'ai pas regardé le live, je vous l'avoue, mais je tenais à le signaler quand même parce que je pense évidemment à Zerator qui fait aussi des récoltes de fonds de bâtard pour l'Institut Pasteur. On se moque vite
des youtubeurs, etc. Mais ils font quand même des trucs sympathiques. Surtout sur Twitch, là, pour le moment, Ouais, il y à a fond. beaucoup de Sur Twitch, ça stream en soutien à fond. de streams qui sont en soutien pour la lutte contre le virus, quoi. Ici, il y a aussi, pour rester dans le Restons Twitch dans le game thème, ouais. et dans le monde de l'e-sport, il y a en Belgique une équipe de e-sport gaming qui s'appelle XF Gaming, qui a décidé d'organiser un gros tournoi de FIFA et de récolter des fonds en fait pendant le gros tournoi pour la lutte contre le coronavirus. Bah ouais, exactement. Enfin, et donner les fonds en fait au personnel soignant. Je sais pas si tu allais dire 2-3 mots sur les personnalités, célébrités de sport qui Bah, Twitch. vu qu'il y a pas mal de sportifs qui ne peuvent plus s'entraîner, etc., il y en a pas mal qui vont sur Twitch. On pense à Gaël Monfils qui stream C'est pas ça. mal ces temps-ci. Antoine Griezmann, joueur de foot de l'équipe de France, qui a d'ailleurs participé au Master Kill avec Gotaga, Dogby et Squeezie. Ils ont récolté 33 000 € je crois pour les hôpitaux de France. Enfin voilà, ça se met un peu en place Voilà, un c'est peu ça. partout, quoi. C'est pas mal à voir. Et puis même dans le milieu du streaming, il y a en Afrique, il y a un mouvement qui se lance énormément là-bas, qui est vraiment énorme, qui en gros, par exemple sur Spotify, au niveau des écoutes et des droits d'auteur, l'argent qui est obtenu via le streaming est directement donné pour la lutte contre le virus c'est en ça. Afrique, quoi. Et donc tous les gros artistes africains se mettent là-dessus et véhiculent les récoltes de fonds et la lutte contre le virus. Et ils sensibilisent aussi la population à ce virus parce que là-bas, ils sont pas trop Ils sont pas vraiment aware exactement le mot que je cherchais. pour citer un grand philosophe belge. Mais donc voilà, on vous invite évidemment à vous aussi faire des dons si vous en avez la possibilité. On sait que c'est pas facile pour tout le monde actuellement, mais si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas. On mettra en lien de ce podcast des chouettes assos où vous pouvez aller pour faire des dons. Je pense évidemment à la Croix-Rouge, mais aussi les hôpitaux qui ont besoin d'aide financière actuellement. Tout ça sera dans la description de cette vidéo. Je pense que ça conclut un peu notre dossier, les artistes se mobilisent. Ouais, je pense. Et puis, s'il faudra rajouter, on rajoutera. On rajoutera après, ouais, ça c'est pas de souci. On va maintenant passer aux 2 petits kiffs de la semaine. Ah oui. Et quel kiff! Eh bien moi, cette semaine, j'avais envie de vous parler de Dune. Oh là là! Où je rentre dans un gros sujet. SF. Et ouais, évidemment. On a vu les premières images de l'adaptation par Denis Villeneuve qui ont été dévoilées sur Internet, tout simplement. Ah ouais, ça fait le buzz de dingue. Mais les images sont très très belles. Bah oui, c'est Denis Villeneuve. Hein. Franchement, ça m'a chauffé à mort. J'étais pas blindé emballé avant, je connaissais le projet, mais voilà. Mais là, rien que les images et puis le casting XL, on en parlera après évidemment. Et donc, il a fallu évidemment faire nos devoirs. Donc un peu découvrir quel est cet univers Dune. Donc c'est initié par les romans de science-fiction de l'écrivain Frank Herbert, qui a donc créé cet univers de Dune qui est vraiment un univers complet, un peu à la Seigneur des Anneaux, etc. Voilà, c'est ça. Ouais, vraiment, il a créé un univers où justement il mêle énormément de thèmes. Donc on a la religion, on a la façon dont l'homme exploite ses ressources fossiles, on a des jeux de pouvoir, donc politique. C'est un peu Game of Thrones dans Game of Thrones. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sauf que là, c'est pas féerique, c'est plus dans de la sci-fi hardcore. C'est ça, sci-fi hardcore. On est en 11 000, je sais plus combien là. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est un autre... une autre timeline. Hein. Oui, tout à fait. C'est plus avant BC, c'est une autre Bible, etc. Ouais, mais donc c'est vraiment une œuvre assez conséquente, assez riche. C'est ça, mais elle est interminée. Hein. Il faut savoir que Frank Herbert est mort en 86. Ouais. Il avait commencé une autre série. C'est ça. Mais il n'a jamais pu terminer ça. Et c'est son fils, en fait, qui a repris. Ouais. Et son fils travaille maintenant vraiment en collaboration avec tous les gens qui veulent travailler sur des adaptations pour plein de médias différents. Et donc, ça a été adapté en film, évidemment, en série même, bientôt. Ouais. Et déjà, ah non, il y a déjà et bientôt aussi. Et même des jeux vidéo. Ouais. Ouais, on en parlera peut-être moins. Mais ça existe. Il y a eu le jeu vidéo. Si vous êtes, et alors, surtout en role-playing game. En role-playing game, ouais. Donc c'est vraiment papier, un petit chouchou de la communauté geek d'une. C'est ça. Surtout aux États-Unis. Ici, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais aux États-Unis, ouais, c'est vrai.
Et donc, on s'est donné comme devoir avec Dalil de regarder la version de David Lynch créée en 1984 Yes. avec Kyle MacLachlan, Frances Canis, Sting, Max Oui. von Sydow, Patrick Stewart. Enfin, un gros casting à l'époque, évidemment. Ouais, c'est ça. Bon, il faut savoir que David Lynch n'est pas du tout content de ce film. Oui, Il le déteste. Il le déteste. Ah, il le déteste, mais au possible. Et ça se comprend. Parce que c'est quand même un peu considéré comme une daube. Hein. Je sais que toi t'aimes bien, Moi, j'ai bien aimé. mais c'est parce un peu que- considéré comme une daube. Mais ouais. En fait, ça divise énormément. Mhm. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais en fait, le truc, c'est que c'est très difficile à adapter. Hein. Il faut quand même le dire. Oui. Je sais pas si t'as lu un peu les bouquins. Non, mais je me doute. Écoute, j'ai moi, regardé un peu. je suis dedans. Et en fait, le bouquin, enfin, moi, je le conseille. Hein. Franchement, si vous aimez la science-fiction, c'est énorme. Mais c'est beaucoup de jeux de pensée, tu vois. Il y a énormément Mais ouais. de pensée. Et c'est pour ça que Bah oui, c'est ce Lynch que a j'allais essayé de Ouais, mais retranscrire. ça ne va pas. Et donc, ça en va fait, pas. il a essayé d'adapter. Donc, l'adaptation est fidèle. Hein. Il faut qu'on se le dise. Oui, mais c'était Elle peut-être est pas une bonne idée fidèle, d'en mais faire pas une bonne fidèle. idée. Ouais. Ah, tu vois. Mais bref, oui, je comprends pourquoi Lynch n'aime pas ça, surtout que Lynch est quand même un peu perché comme personnage. On fera une spéciale là-dessus parce que Ouais, donc sur si Lynch, vous ne connaissez pas David Lynch, c'est un réalisateur assez particulier, on va dire. moi, c'est un de mes chouchous. Hein. C'est le premier truc de Lynch que j'ai vu. Ah ouais, ok. Ouh. Ouais. Et Donc, c'est soft, hein. c'est ce réalisateur de Twin Peaks, surtout. Hein, De Twin qui est Peaks, vraiment cool. Mulholland Elephant Man. Drive. Et alors, mon chouchou, son premier film, le film qu'il a mis nombreuses années pour le sortir, tellement il n'avait pas de moyens et qu'il était dans la dèche, Eraserhead, qui est un projet complètement indépendant. C'est son premier film. C'est un truc, c'est du Lynch, mais là, qui explose dans son artistique. C'est fou. Enfin bref. Mais Toi, donc- tu kifferas pas du tout. Alors Ouais, là, bah non, mais je me doute. impossible, gros. Donc je me suis forcé un peu à regarder ce film, évidemment. Et donc, comme tu dis, il y a cette histoire de... Ça se joue beaucoup sur les pensées, et donc il y a beaucoup de voix off. Ouais. On entend la pensée des personnages. Ça va pas, ça fonctionne pas du tout. Ouais, non, ça fonctionne pas. Enfin, moi, je veux te dire, j'ai kiffé le film parce que c'est mignon, tu vois. C'est vraiment, si vous voulez vous taper un délire des films science-fiction années 80, complètement kitsch, et ça vous fait pas peur. Oui, alors regardez, alors foncez, regardez. oui, Moi, bah oui. tu vois, moi, c'est mon kiff. Ça m'a rappelé, j'étais dans ma vibe Star Trek, en fait, là, Mhm. pour le moment, donc je me remate tous les Star Trek, et c'est la même vibe, tu vois. Et j'étais parti dans cette même état d'esprit que je me suis pas dit je vais regarder un Lynch. Enfin, Oui, je mais sais oui, que je comprends. je savais que j'allais regarder un Lynch, je savais que j'allais trouver un truc complètement what the fuck, mais il y a tellement des trucs pépites à l'intérieur. Patrick Stewart avec son mulet, un Sting qui En beau qui gosse, excelle. super chelou. Ouais, mais alors juste ce film vaut juste pour ça, quoi. Ouais, à la rigueur. Vraiment Mais tu vois, déjà, de manière générale, moi j'ai du mal avec les vieux films, spécialement les vieux films de science-fiction. Je peux pas m'empêcher, c'est quand même cringe à mort, quoi. Alors, je comprends, tu vois, il faut remettre dans le contexte historique. La technologie n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça donne des scènes quand ils sont sur les verres, là. Oh mec, c'est épique. Mais c'est kitsch à mourir, gros, c'est kitsch à mourir. Ah ouais, Et- clairement. Et alors je les sais qu'il scènes faut de le prendre- blaster. Oui, bah oui. Oh, Ouais. c'est génial. Et je sais qu'il faut le prendre, tu vois, peut-être avec un second degré qui ferait que j'apprécierais peut-être un Ouais. peu plus le film. Mais j'arrive pas. Mais t'inquiète, je vais t'initier au nanar et après tu verras. Mais non, parce que quand c'est un nanar, je le regarde en mode nanar. Mais là, je l'ai pas regardé en mode nanar, tu vois. Ah, ok. Si je l'avais regardé en mode nanar, peut-être que ça serait mieux passé. Et puis même, enfin, il faut quand même le dire, hein, pour l'époque, les effets spéciaux, bon, mis à part les blasters et alors le shield, enfin Ah oui. la protection. Ah oui. Ça, c'est en plus, c'est très tôt dans le film. Oui, c'est ça. Et alors, après, je tu dis, le vois plus. Mais même. si tu le revois un peu après. Ouais, un même. peu, mais pas Je énorme. me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, ça peut être kitsch, ça n'empêche pas quand même. Il y a des acteurs qui sont très mauvais. Hein. Ah oui. Mais même Sting est mauvais. Oui, mais par c'est contre, pas le pire. le baron, il Ah, est excellent. incroyable, ouais. En fait, il porte le film. En fait. Ouais, il est très très fort. Il est excellent. Et alors, j'attends vraiment Peter Skarsgård dans le film Oui, moi aussi. 2020. Ouais. Parce que s'il me sort une prestation comme ce baron-là, oh mec, moi je suis au max. Hein. Ouais, non, ça va être énorme. Et alors, ce qui me fait un peu chier aussi dans ce genre de film, c'est le manque de nuances dans les personnages. C'est les gentils et les méchants, et les méchants sont très méchants et les gentils sont très gentils. Tu vois. C'est l'époque. Oui, C'est pas c'est comme l'époque. ça dans le livre. Hein. Oui, c'est je pas sais. comme ça dans le ok. livre. Parce que Le livre est beaucoup plus nuancé. les films d'époque, c'est vraiment ça. Et ça me saoule un peu. Et- C'est très récent au final, hein. Ouais. Cette idée de anti-héros, etc. Mhm. Et je kiffe à mort parce que putain,
Bah, le baron, justement, il le fait très bien, mais il y a des trucs, quand il crache sur les gens gratuitement, là, tu dis, ouais, ça va, on a compris que c'était le méchant, tu vois, t'es pas obligé de le faire cracher sur les gens comme ça gratuitement, quoi. Mais oui, c'est vrai que mais dans le bouquin, c'est beaucoup plus nuancé. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement... En fait, tu peux même pas t'imaginer le lore qu'il y a derrière et les interactions qu'il y a entre chaque faction, qui est vraiment difficile à retranscrire. Ouais, parce que là, des fois, t'as des... Ça J'ai passe vraiment peur avec... En fait, tu vois, je suis impatient pour le 2020, Ouais. mais j'ai quand même un peu peur. Parce que c'est pas facile, hein, s'attaquer. Il y a un grand écrivain, un grand illustrateur et auteur de BD, Jodorowsky, qui a essayé de s'y mettre à Dune avant l'interprétation de Lynch, et il s'est complètement planté. Il a jamais réussi à porter le projet à la fin, quoi. Donc évidemment, ça fait peur pour la nouvelle adaptation qui va sortir le 23 décembre 2020. C'est ça. Et alors, le fait de regarder ce film, cette adaptation de Lynch, ça m'a quand même hypé à mort pour la prochaine adaptation. Parce que je me dis qu'il y a quand même un potentiel énorme. C'est ça. Et les images... Parce que c'est ce qui me faisait un peu plus chier dans cette adaptation de Lynch, parce que tu comprends que l'univers est assez intéressant. Bah, les images n'étaient pas très belles, et là, les images sont magnifiques. Ouais. Et Villeneuve, au-delà de faire des beaux films, c'est quand même des films intelligents. Toujours très, très intelligents. Donc, je m'inquiète pas trop à ce niveau-là, tu vois. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Denis Villeneuve... Si, ça existe. C'est le gars qui a fait Blade Runner 2049 récemment, qui a aussi fait Arrival avec... Jérémy Renner. Ouais, Premier Contact. Premier Contact, oui, c'est ça. En français, c'était comme ça. Je n'ai pas regardé ça. Prisonnier, oui. Incendie, Cesario. Ouais. Ça, c'était monstrueux. Enfin bref, il fait de très très bons films, donc ça, je suis vraiment rassuré. Et puis le casting XXL que ça se tape. Alors donc, on vous a déjà dit que le casting de l'adaptation de Lynch était quand même assez intéressant pour l'époque. Mais là, alors on a Timothée Chalamet qui est vraiment la coqueluche actuelle. C'est ça. Tout le monde se l'arrache. Très bon dans certains films. Et il est exactement le profil c'est parfait. Du personnage. Ouais, hein. Parce Quand que, tu le lis... Parce que l'autre, là, Paul, celui qui faisait Paul Ataris, attends, je vais retomber sur Kyle MacLachlan. Mais même, il était aussi pour il a le même profil. Hein. Ouais, mais il m'agaçait un peu. Il avait aucune expression. Il sait pas jouer, mais ça, c'est autre chose. Et en fait, il a fait plein de films après de Lynch. Il a joué dans Twin Peaks. C'est vrai. Et il a fait plein de films. Ils sont vraiment liés d'amitié. Bref, on reprend sur le casting de l'adaptation 2020. On a aussi Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, qui a l'air monstrueux. Qui est le personnage parfait pour le père Atréide. Donc, il y a une image qui est sortie. Il impose du respect, mais Josh Brolin. Oui. Qui pourrait très bien le faire aussi. Donc Peter Sarsgaard, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Batista Dave Bautista qui en fait est un bon acteur. Hein. Mais... S'il continue dans sa lignée de Guardian de la Galaxie à faire ce qu'il doit faire. Tu l'as vu dans Stuber? Non. Ah putain mec. Stuber, c'était épique. Zendaya aussi, une autre coqueluche, une petite jeune que tout le monde s'arrache. Je te signale qu'elle a notre âge. Bah oui. C'est fou. Ouais, c'est fou. Bah, Timothée Chalamet, il doit pas être plus vieux que nous. Hein. Non, il a notre âge aussi. Ouais. Enfin bref. Et nous, on est là à faire des podcasts. C'est ça. On est là dans une cave à faire des podcasts. On a aussi Jason Momoa. Mais bien sûr. Javier Bardem. Mais de dingue. C'est abusé, quoi. Je scrollais sur la liste du casting et alors ça descend quand même assez bas. Et donc, c'est les rôles un peu moins importants, quoi. Et t'as quand même des mecs qui sont à l'affiche de blockbusters, qui sont là dans les seconds rôles. Mais c'est le pire, hein, c'est que certains rôles, c'est des rôles secondaires, enfin plus que secondaires, voire tertiaires, hein, et c'est des têtes d'affiche. Et c'est le casting. À chaque fois, le casting était bon pour le personnage, tu vois. Vu que j'ai regardé l'adaptation de Rossi, et alors je me dis, en regardant l'adaptation, je me dis, qui est-ce qui pourrait jouer ce rôle-là? Et à chaque fois, je me dis, ah ouais, c'est bonne idée, quoi. Comme quoi, ils ont fait les choses très très bien. À fond, donc à voir. Ça arrive, donc je vous l'ai dit, en décembre 2020. Il faut savoir que Villeneuve taffe déjà sur une suite de Dune. Donc ça va vraiment devenir peut-être un gros truc. Et alors, HBO Max qui a sorti une série qui va... Enfin, elle a vraiment du mal. Hein. Elle a annoncé depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et elle a vraiment du mal à... Parce que le showrunner a quitté le navire. En fait, c'est pas qu'il a quitté le navire. Il est parti travailler sur la suite. La vraie adaptation. Ouais, c'est ça. Mais donc, ça fait la bonne transition parce qu'en effet, HBO Max va faire une adaptation à la télévision de Dune, à voir. Ouais. Et moi, c'est mon kiff de la semaine. Et voilà, la transition est parfaite. HBO Max et alors, plus particulièrement, le partenariat entre HBO Max et DC qui me fait palpiter mon petit cœur de geek et de fan de comics parce que ils ont blindé de projets
déjà en lice. Donc, pour faire un bref rappel, HBO Max, c'est ce qui va faire voir trouble à Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Ouais, donc on vous avait parlé évidemment de toutes les plateformes de streaming qui arrivaient, et donc on n'avait pas inclus HBO Max parce qu'on n'y est pas encore. Et on sera loin, je pense qu'en Europe, on va être complètement lésés. C'est ça, mais quand ça va arriver... Oh là là, ils vont voir trouble. Hein. Mais donc déjà, peut-être remettre un peu dans le contexte HBO. Donc HBO, c'est un gros câble aux États-Unis. Ils ont toutes les meilleures séries qui existent. À chaque fois que tu penses à ton top, HBO est derrière. Hein, donc, pour citer quelques-uns, c'est eux qui ont fait Game of Thrones. Évidemment. Donc ils ont fait The Wire, donc le petit kiff de Léandre. Ils ont fait Les Sopranos, Six Feet Under, Entourage, Girls. Enfin bref, ils ont enchaîné vraiment les succès de la télévision. Ah oui, ils ont un pif pour les Et donc là, ils vont créer donc leur plateforme de streaming en s'associant avec d'autres sociétés de production, quoi. Ils ont un partenariat donc avec DC Entertainment. Ouais. Ça appartient à la Warner. Hein. Donc tout ce qui est Warner Bros, c'est chez eux que ça va se passer. Donc, petit message pour tous les gens qui gardent Netflix juste pour avoir Friends. Ça va passer chez voilà, Netflix a beau mettre des millions, à un moment donné, ça va plus suffire. Exactement. Ça ne sera plus sur Netflix. Parce que donc Friends va passer là-bas. Il y a donc CW, je l'ai dit. Ils ont, avec le câble enfant, ils ont Cartoon Network. Donc tout ce qui est Hanna-Barbera, si vous êtes nostalgique comme moi, des Scooby-Doo, des Johnny Bravo, des Samurai Jack, etc., c'est chez eux que ça va se passer. Ils ont Adult Swim. Donc si vous kiffez Rick et Morty, c'est chez eux que ça va se passer. Ils ont quoi d'autre ? Les studios... Ils ont les studios Ghibli. Ouais. Donc Netflix va avoir trouble quand HBO Max va arriver. Et alors les chaînes de sport aussi. Ouais, ça c'est à voir. Hein. De ce que j'ai vu, c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr, mais t'imagines s'ils décrochent le NBA TNT. Ouais, NBA TNT. Donc il y a NBA TNT, March Madness. Et alors ils ont aussi... Ils ont la Major League Baseball on TBS. C'est mec, qu'est-ce que tu veux ? Ça va être fou. Ouais. Et ils travaillent aussi en collaboration avec la BBC. Oui, donc, en UK, donc tout ce qui est série BBC, donc si vous êtes un Whovian comme moi, eh bien ça passe chez eux. Yes. Luther, The Office. Donc tout va chez eux. Et ils vont travailler ensemble pour créer des productions main dans la main. Ouais. BBC et HBO, ça peut être bien. Donc qu'est-ce que tu veux, gros ? Ça va être la folie totale. Je pense qu'on est vraiment le public cible pour HBO. Ah oui, clair. Moi, je suis le public HBO. Je l'assume complètement. C'est du contenu qui est très intelligent, comme la série The Outsider que je recommande chaudement aussi. Bref, mais je ne suis pas là pour parler de tout ça. Je suis là pour parler de leur lien et de leur partenariat avec DC Entertainment. Yes. Ils ont 3 séries dans les cartons. Il y a Justice League Dark, qui est la Ligue des Justiciers, mais pour... Non, mais qui s'occupe de tout ce qui est occulte et tout ce qui a à faire avec la magie. Donc, ce que Superman ne peut pas régler, c'est chez eux que ça se passe. De toute façon, d'ici, ça a toujours été un peu dark. Hein. Oui, enfin, ça a toujours été basé sur... Oh putain, ta gueule. Mais qui est apparu, en fait, après l'ère News 52, donc c'est le reboot de l'univers DC. Oui, c'est ça, le reboot de l'univers DC. Là-dedans, c'est une équipe. On retrouve, pour ceux qui connaissent, John Constantine de Hellblazer. Il y a Swamp Thing, il y a Deadman. Enfin bref, ce sont tous des gens qui maîtrisent la magie et ça pulse de fou, ça annonce du bon. Du bon à moitié, parce que c'est quand même J.J. Abrams qui s'occupe de tout ça. Bref, bon, quand tu regardes un peu ce qu'il a fait avec Star Wars, ça me met un peu le truc. Mais bon, je me dis qu'il est... ça reste J.J. quoi, il nous a quand même prouvé qu'il savait le faire. Il a quand même fait Fringe, il a quand même fait The Lost, il a fait aussi Castle Rock plus récemment. Enfin, la société Bad Robot a produit ça. Donc, ça fait pas trop peur, quoi. Non. Par contre, 2 autres projets qui me tiennent aussi beaucoup à cœur, c'est les Green Lanterns qui vont avoir enfin une adaptation, parce qu'on ne parle pas de l'adaptation avec Ryan Reynolds, elle n'existe pas. Ce film n'existe pas, Ryan Reynolds aussi l'a dit dans son film Deadpool. Du coup, oui, les Green Lanterns va avoir son adaptation. On sait déjà qu'il va y avoir 2 Green Lanterns, mais on ne sait pas encore qui et surtout quand. Parce que ça a été annoncé qu'il allait avoir une timeline différente. Oh. Ouais, je sais, j'ai un peu peur parce qu'en plus, le gars qui s'occupe de showrunner ça, c'est le gars qui s'occupe du Arrowverse, qui est une honte, pour moi, toujours,
qui est une honte pour l'univers DC, pour ces héros-là. Donc c'est lui qui s'occupe de faire Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman, DC Legends of Tomorrow. Ouais, c'est pas top, quoi. Ouais, non, le niveau est pas très très haut, quoi. Du coup, moi, ça me fait un peu peur à ce niveau-là, mais il faut savoir que si vous êtes aussi fan de DC, c'est celui qui s'occupe de faire Titans pour la plateforme DC et Doom Patrol, qui sont extrêmement sensibles et vraiment, ils ont bien retranscrit l'univers. Moi, j'ai vraiment envie que dans le Green Lantern, il fasse une réponse à Marvel, puisque Marvel va avoir sa première héroïne musulmane. Ouais. Et bien, dans le Green Lantern, dans le reboot, ils ont fait un Green Lantern musulman qui s'appelle Simon Baz et qui pulse vraiment et qui correspond vraiment à ce que HBO fait dans les cartons. Donc du coup, s'ils font Simon Baz, ça serait vachement classe. Et alors, l'autre Green Lantern aussi qui serait vraiment pas mal pour HBO, c'est la fille Green Lantern. Okay. Ce serait cool qu'ils prennent des positions, tu vois. Mm-hmm. Qu'ils n'utilisent pas Al Jordan ou alors les autres de manière... Moi, ce qui serait cool, je trouve, c'est qu'ils reprennent Ryan et qu'ils le refassent. Et qu'ils refassent exactement le film... mais en série cette fois-ci. C'est ça. Donc non, Green Lantern c'est vraiment riche, ça annonce vraiment du lourd. Petit kiff aussi, ils vont sortir, donc toujours le même showrunner va sortir la série Stranger Adventure, qui est adaptée aussi d'un comics, c'est de la sci-fi horreur. Et franchement... Là, t'es au paradis, là, toi. Moi, je suis au max. Hein. C'est pour ça que je te dis, HBO Max me met... Oh. Donc oui, enfin moi je suis client, un vrai client de comics. Donc si tu me dis que tu mets au goût du jour un des comics les plus influents des années 60, fin des années 60, je dis oui. Tout simplement, je dis oui. Surtout si tu respectes l'univers que tu vas faire. Ouais, c'est toujours ça la question. Voilà, c'est ça. Si tu fais un truc à la CW, je dis non. Mais après voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de taper aussi sur CW. C'était pas dans la même optique, tu vois. Mais c'était pour faire de la télévision basique. Le problème, c'est que HBO a un partenariat avec CW. Ouais. Et j'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans le Arrowverse, quoi. Si ça se retrouve dans le Arrowverse, gros, je vais pleurer. Je te jure, je vais pleurer. Ouais, je pense pas. HBO associera jamais. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait dans le Arrowverse. Ouais. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi... Après, ils peuvent pas se permettre de faire des productions de malades pour tout. Mais le truc, c'est que Green Lantern va être la plus grosse production DC en série. Donc, à voir. Enfin voilà, ça termine mon kiff. Bah, c'est un peu mon kiff aussi, hein, parce que j'ai hâte de voir tout ça. En plus, rien que de pouvoir mater toutes les séries HBO qui ont déjà été faites, et puis les projets qui vont arriver aussi. Ouais, on va pouvoir enfin mater Sex and the City. Voilà, par exemple, ça fera plaisir à certaines. Mais donc voilà, j'attends ça avec impatience, mais comme tu dis, je pense qu'on peut attendre un peu... pas mal de temps avant de l'avoir en Belgique. Je pense que tu l'auras jamais. Hein. Par exemple, DC n'est jamais venu en Belgique. Ouais. Alors que... On est quand même bien niqué à ce niveau-là. Ouais. Et voilà, ça va conclure un peu notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On essaie de poster des trucs de temps en temps. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu. Donnez-nous aussi vos kiffs de la semaine si vous voulez qu'on parle de certains trucs. Nous, on est à l'écoute. Et surtout, n'oubliez pas... oui, la confiture. C'est comme la pop culture. Moins on en a, plus on l'étale. Ouais, c'est ça. Du premier coup, on est trop fort. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.